Bonjour, nous allons présenter et nous allons faire le chapitre 8 sur les oscillations forcées, mais cette fois-ci, il n'y a pas de polycopier. Donc, il va falloir sortir une feuille et puis écrire. Donc, chapitre 8, oscillations forcées. Et donc, on va commencer par le grand 1. On va faire une petite présentation du système que l'on va étudier. Et pour cela, je vous propose de regarder la vidéo suivante. L'idée maintenant, c'est de réaliser le schéma associé à la vidéo que vous venez de voir. Donc, sachant qu'il s'agit d'un élastique avec un ressort, ou un élastique, c'est comme si c'était un ressort. Et vous avez vu qu'il y avait un moteur. Donc moi je vous propose de commencer par dessiner ici le, le système avec, et je pense que vous l'avez compris aussi, vous avez une poulie comme ceci, qui vous fait redescendre le ressort comme ceci. Et mon premier schéma, bon, c'est vrai que c'est un petit peu biaisé, mais mon premier schéma, ça correspondra au ressort à vide, avec sa longueur L0. Alors, je ne vais pas redessiner à chaque fois le système de rotation, je vais seulement redessiner cette partie-là. Alors, le point qui est tout en haut, je vous propose de l'appeler petit a. Et donc, sur mon schéma, pour le moment, le niveau 0 du petit a correspond à cette ligne-là. Donc, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs schémas s'il faut. On aurait pu aussi remonter le niveau de la poulie pour que ce soit plus simple pour faire déplacer le point A. Ensuite, le point A étant toujours ici, on va fixer notre masse M. Mais cette fois-ci, on va se situer à l'équilibre. Et pour terminer, on va faire un dernier schéma, mais cette fois-ci, sur ce dernier schéma, on va faire avec un point A et un point M, toutes hors équilibre. Donc, je vous propose de mettre un point A, on va le mettre un peu plus haut. Voilà, et donc on va dire que le point A, il est ici. Le ressort, il se retrouve donc un peu tiré vers le haut, mais comme le point M est en mouvement, le point M, est un peu dirigé vers le bas. Voilà. Donc on a une longueur qu'on pourrait noter ici, L équilibre, et une longueur qu'on va noter L. Alors je vais compléter tout mon schéma d'un coup, c'est pas très grave. Et puis, ou à la rigueur, je vais mettre ici système référentiel repère. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'étudier? Je suis en train d'étudier le point A ou le point M? Le point M de masse, petit m. Le référentiel, le laboratoire, rapporter, et puis là on va mettre qu'un seul axe, on va rapporter ça à l'axe OX galiléen. Alors l'axe X, on va le mettre comment? Moi je vous propose de mettre un axe X dirigé vers le bas. Et cet axe X nous permet de repérer la position du point M. Donc ça c'est le paramètre X. Et donc le 0 de l'axe X, alors où est-ce qu'on le met?
Il y a plusieurs possibilités. On peut le mettre là tout en haut, pourquoi pas. Après, il faudra faire un changement de variable. Ou alors, on le met à la position d'équilibre. Allez, on va garder ça. On va mettre 0 de l'axe X. Très bien. Donc, un repère pour repérer la position du point M. Un repère, c'est le repère cartésien. Ici, il n'y a qu'un seul vecteur, le vecteur unitaire I. Alors, je vais le mettre plutôt en vert et puis je vais diriger vers le bas. Ensuite, système référentiel repère cinématique. Le vecteur position OM, c'est bien égal à XI, et le X, c'est cette distance-là. Ça, c'est X. Il part bien d'ici. XI, la vitesse V, donc ça nous fait donc X.I, et l'accélération A, X2.I. Système référentiel repère cinématique, bilan des forces. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur mon point M? Bien sûr, on aura le poids P. Le poids P, on le voit tout de suite, ça sera égal à mg fois I. Je le mets sur le schéma, je dessine ici le poids P. D'ailleurs, je pourrais redessiner le même poids P avec exactement la même taille, ici. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autres forces? Une autre force, oui, la tension T. La tension T, elle est dirigée dans quel sens? La tension T, je vais la mettre en rouge aussi, elle est dirigée vers le haut. Je vais la faire assez grande parce que mon ressort il est assez allongé. Donc ça, c'est la tension T. La particularité ici, à l'équilibre, c'est que ma tension T compense le poids P parce qu'on est à l'équilibre. Donc à l'équilibre, de toute façon, on a somme des forces égale 0. La tension T, alors ici, il faut représenter ici ou donner l'expression de la tension T hors équilibre. C'est K, L, moins L0. Sur mon schéma, L moins L0, il est bien positif. Mon T, il est vers le haut, donc ça sera moins KL moins L0 fois le vecteur I. Mais ça fait moins K. Mais que vaut la longueur L moins L0? Et c'est là que ça devient délicat. Parce que, alors, on va repérer, va intervenir le paramètre que je vais appeler XA. Voilà, ça c'est X indice A. Repéré par rapport au même 0. On ne serait pas obligé de mettre le même 0, mais c'est pas grave. Là, ça marche plutôt pas mal. On remarque que XA plus X est égal à L. Donc, quand on met KL moins L0, eh bien, on peut très bien écrire moins KX plus XA. On aura envie de mettre ça. Moins L0 fois le vecteur I. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire de XA sur le schéma? XA, il est négatif ou positif? L'axe des X, il est dans ce sens-là. A priori, ce qui serait plus logique, c'est de mettre l'axe des XA aussi dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Avec le 0 des XA ici. Donc sur mon schéma, XA est négatif. Si sur mon schéma XA, la valeur de XA est négative, il faut donc mettre un moins ici. D'où X moins XA. Moins L0. Mais pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire du paramètre XA? Le XA, il est en lien direct avec ce truc-là qui est en train de tourner. Avec, on va dire, un rayon ou une notation, on va noter grand R. Voilà, grand R. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va tourner à la vitesse oméga, eh bien, la tige ou le cercle, ça va faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va faire comme une sorte de cosinus. Donc en fait, XA va varier et XA, ça fera grand R cosinus oméga t. Il nous reste une dernière force à rajouter que je ne vais pas compléter sur le schéma, c'est F qui vaut moins lambda
lambda fois V. D'accord? Donc on met une force de frottement. Donc moins lambda x point fois I. À partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, effectuer le principe fondamental de la dynamique et d'utiliser donc le PFD. Qu'est-ce que ça va donner? Si on fait somme des forces égale MA, et bien sûr, on va faire tout ça suivant le vecteur unitaire I. Qu'est-ce que ça va donner? Le poids P, mg. Ensuite, moins lambda x point, moins kx moins xa qui vaut r cosinus oméga t, moins L0 égale mx2 point. Il ne reste plus qu'à le réorganiser un petit peu. On va donc avoir mx2 point. Ensuite, plus lambda x point, plus kx égale mg, qui reste ici, plus kr cosinus oméga t, et puis plus kL0. J'espère ne pas m'être trompé. Mx2 point, plus kx, plus lambda x point, mg, c'est bien ça, plus kr cosinus oméga t, et puis plus kL0. Très bien, on divise tout par m. G plus k sur m L0 plus, ici on divise par m, k sur m r cosinus oméga t. Et là, l'idée, ça sera de faire un petit changement de variable, parce que ce serait plus agréable. On remarque que la longueur à l'équilibre, est-ce qu'on pourrait la déterminer vite fait, la longueur à l'équilibre au brouillon? Eh bien, c'est lorsque somme des forces égale 0. Sur le schéma numéro 2, on a moins k L équilibre moins L0 plus mg égale 0 grâce au schéma numéro 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L équilibre moins L0 égale mg sur k. Ou alors, on pourrait écrire directement que L équilibre est égal à mg sur k plus L0. Et on va l'utiliser. L équilibre est égal à mg sur k plus L0. Eh bien, on l'a un petit peu ici. On l'a le mg sur k plus L0. Et on va même faire un changement de variable. Je vous propose de noter, allez, on va noter U. U qui vaut x moins x équilibre. Ou plutôt, L moins L équilibre. Qu'est-ce que ça va donner? On va avoir U2 point plus 2 sigma U point plus oméga 0 carré U égale. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est quoi ce terme? G plus K sur M L0. Si on multiplie tout par K sur M, ou plutôt M sur K, ça devrait correspondre. Est-ce qu'on n'aurait pas la position d'équilibre qui apparaît? Alors là, c'est toujours le X qui va rester. Qu'est-ce que ça fait? Oméga 0 carré, ça ne serait pas oméga 0 carré fois l'équilibre, par hasard? Ce ne serait pas oméga 0 carré fois l'équilibre? Oméga 0 carré, c'est quoi? C'est K sur M. Donc si on fait K sur M, ça fait bien G, K sur M fois L0, plus, à nouveau, oméga 0 carré, R cosinus oméga t. Maintenant, le L équilibre, je le passe à gauche. Et donc, je me retrouve avec X moins X équilibre, ou plutôt X moins L équilibre. En fait, ça fait quoi? Ça fait juste un changement d'origine. On déplace notre origine 0 de l'axe X, on le place à la position d'équilibre. Et on tombe sur U2 point plus 2 sigma U point plus oméga 0 carré, donc U, égale oméga 0 carré, R cosinus oméga t.
Et on tombe sur une belle équation différentielle qu'il va falloir résoudre. Donc, toujours dans ce grand 1, on va pouvoir définir ce qui s'appelle le facteur de qualité, un peu comme en électricité, qui vaut oméga 0 sur 2 sigma, d'accord? Et puis, avec oméga 0, qui vaut oméga 0 carré, qui vaut racine carrée de k sur m. Et donc, 2 sigma, 2 sigma, 2 sigma avait été défini comme étant égal à lambda sur m. Très bien. À partir de là, vous avez remarqué dans la vidéo, on ne s'intéresse pas du tout au régime transitoire. L'idée, c'est de s'intéresser au régime permanent. Le régime permanent de cette équation différentielle qui correspond à la solution particulière de l'équation différentielle. Donc, on va partir à la recherche où on recherche la solution particulière de l'équation différentielle telle que la solution particulière va ressembler au second membre. Et sachant que dans le second membre, il y a un cosinus, on va rechercher une solution particulière u de t qui va s'écrire, on pourrait partir sur, par exemple, grand A, cosinus, la même pulsation, oméga t plus phi. D'accord? U étant la valeur ou le décalage par rapport à la position d'équilibre. Ensuite, ceci, qu'est-ce qui nous intéresse véritablement dedans? C'est quelle est la valeur de A, quelle est la valeur de phi, car le oméga, on le connaît déjà. Passons au grand 2, recherche du régime permanent, et comme je vous l'ai dit, sur le petit 1, on va rechercher une solution sous quelle forme? Une solution sous la forme u de t qui vaut A cosinus oméga t plus phi, où donc A et phi sont nos seuls points d'interrogation ou nos seuls inconnus. La particularité de cette réponse, c'est que la réponse est sinusoïdale, on a mis un cosinus. La réponse est déphasée de phi. Phi peut être positif comme négatif. Phi peut être, donc la réponse peut être en retard comme en avance. Et donc l'excitateur, c'est-à-dire le moteur qui tournait, impose sa pulsation oméga. C'est pour ça que la réponse, ici, dans le cosinus, on a bien un oméga qui apparaît. Et comme vous le savez, mais on l'a déjà vu en électricité, c'est que pour trouver cette solution particulière de l'équation différentielle, il faut passer en nombre complexe. Donc petit 2, ce sont les grandeurs complexes. Alors, on pourrait écrire tout de suite, sachant que u de t s'écrit sous la forme a cosinus oméga t plus phi, on peut donc inventer un nombre complexe qui s'appelle u complexe, qu'on va pouvoir écrire grand A, exponentielle, donc on pourra mettre j oméga t plus phi, tel que, bien sûr, à chaque fois c'est la réponse qu'il faut, tel que la partie réelle de ce nombre complexe que je viens d'inventer correspond donc au vrai nombre u qui m'intéresse. Alors de la même façon, on va pouvoir inventer u point. U point, qu'est-ce que ça va être u point? Moins a oméga sinus de oméga t plus phi. Mais on ne va pas s'embêter avec tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de u point directement? C'est la dérivée de ce truc-là. Donc c'est j oméga fois u. De la même façon, u de point, c'est vrai que c'est égal à grand A, ou plutôt moins a oméga carré cosinus oméga t plus phi, mais plus rapidement, on va pouvoir écrire que u de point, c'est donc moins, ou plutôt, on pourra mettre j oméga carré fois u. D'accord? En faisant ça et en replaçant ça là-dedans, on va donc rechercher notre solution particulière. Et pour cela, vous avez un tableau que vous avez sur votre polycopie. 3 sur l'exploitation des nombres complexes et de la recherche de la solution particulière donc de cette équation différentielle. Donc on a notre équation différentielle qui s'écrit en réel de cette façon-là, mais vous pouvez très bien, et vous le savez, on peut très bien la passer en complexe. Si on la passe en complexe,
Ça fera U2 point complexe plus 2 sigma U point complexe plus oméga 0 carré U complexe égale, et là on n'oublie pas de transformer la deuxième partie aussi en nombre complexe. Donc oméga 0 carré R exponentielle, donc J oméga T. Mais comme U de point vaut J oméga fois U, avec un carré, plus 2 sigma fois J oméga fois U, plus oméga 0 carré fois U, égale oméga 0 carré, R exponentielle J oméga T. On factorise par U, rentrée de fraction, oméga 0 carré R, je fais exprès, je mets le exponentiel J oméga T un petit peu plus loin ici. On aura donc oméga 0 carré moins oméga carré plus 2J sigma oméga. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du U? Il y a, on avait dit, grand A exponentielle J oméga T plus phi. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce grand A exponentielle J oméga T plus phi qui nous intéresse réellement? Il y a le A qui nous intéresse et le phi. Si on fait l'égalité, qu'est-ce qu'on voit immédiatement? Que le exponentiel j oméga t va s'éliminer. Et donc on va pouvoir inventer ce qui s'appelle l'amplitude complexe que je vais noter grand U, qui vaut grand A exponentielle plus j phi, qui pourra s'écrire oméga 0 carré R divisé par oméga 0 carré moins oméga carré plus 2j sigma oméga. Ce qu'on recherche, c'est A et phi. Comment est-ce qu'on pourrait avoir A? Rien de plus simple. Pour avoir A, on pourrait partir sur le module de cette amplitude complexe qu'on va noter grand U complexe, donc oméga 0 carré R divisé par oméga 0 carré moins oméga carré plus, alors qu'on met au carré, oubliez, plus 4 sigma carré oméga carré, une racine carrée, voilà, ça y est. Donc on a l'expression de A. Et puis, pour avoir tangente de phi, par exemple, assez simple, au-dessus c'est bien réel, le réel est bien positif, on a bien un plus ici, d'accord? C'est bien sous la forme A plus A sur divisé par B plus J fois C. Donc, tangente de phi va s'écrire moins 2 sigma oméga divisé par oméga 0 carré moins grand oméga carré. Avec le cosinus de phi du signe de... On pourra partir sur oméga 0 carré moins oméga carré. Ou alors, le sinus de phi du signe de 2 sigma oméga, donc positif. Une fois qu'on a ça, on peut donc écrire la solution U de t qui s'écrivait, donc on avait dit A cosinus oméga t plus phi. Si vous voulez vraiment l'écrire de façon complète, eh bien on aura oméga 0 carré R divisé par racine carrée de oméga 0 carré moins oméga carré carré plus 4 sigma carré oméga carré cosinus de oméga t plus arctangente de moins 2 sigma oméga sur oméga 0 carré moins oméga carré. Voilà. Avec le cosinus, ou plutôt on pourrait donner le sinus, avec le sinus de phi positif. Voilà, ça, cette chose-là, là, c'est la solution particulière de l'équation différentielle qu'on avait tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à, un peu comme en électricité, ce qu'il faut faire, c'est étudier ce morceau-là, voir comment évolue A en fonction de oméga, voir comment évolue tangente de phi en fonction de oméga. On pourrait faire quelques graphiques, on pourrait regarder quand oméga est très petit, quand oméga égale oméga 0, quand oméga est très grand par rapport à oméga 0, et donner la réponse de l'oscillateur. Sur cette conclusion, j'ai effectué une petite erreur. Une erreur sur le signe du sinus. En fait, le signe du sinus, il n'est pas du signe de 2 sigma oméga. Il est négatif, il est du signe de moins 2 sigma oméga. Pourquoi? Parce que si je pose ça égal à A divisé par B plus J fois C,
et que, comme d'habitude, je multiplie par conjugué, ce qui me fait b moins j fois c divisé par b carré plus c carré. Et quand on le sépare en morceaux, ça fait ab sur b carré plus c carré, alors évidemment la partie du dessous c'est toujours donc positif, moins j plus j fois moins c fois a divisé par b carré plus c carré. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le lien avec grand A, cosinus de phi, plus j fois grand B, ou j fois grand A, sinus de phi. En lien avec grand A, exponentielle de plus j phi qui peut se décomposer en deux morceaux. Donc, sachant que grand A est positif, sachant que petit a est aussi positif, surtout ici, petit a est positif, ça c'est positif, moins c, et là on a bien moins 2j, moins 2 sigma oméga, donc sinus de phi est du signe de moins 2 sigma oméga, et sinus de phi est négatif. Voilà, une petite erreur que je voulais corriger. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à exploiter l'expression de grand A et l'expression donc de tangente de phi. Passons à la réponse de l'élongation en fonction de la fréquence. Et donc on adapte l'expression simplifiée de l'amplitude de l'élongation. On remarque que l'expression de A peut s'écrire A0 fois 1 sur racine carrée de 1 moins x carré plus x carré sur q carré. Ce qui nous fait une analogie parfaite avec le circuit RLC série, correspondant à la tension aux bornes du condensateur. Pour 3 points particuliers, x égale 0, x égale 1 et x qui vaut plus l'infini, on retrouve les valeurs de A correspondantes, et ainsi on trace le graphique de la réponse de l'élongation en fonction de la pulsation réduite, qui est ici notée x. Sur le reste de la feuille, vous avez tous les détails du calcul correspondant au graphique, détermination des maximums, des minimums, des tangentes horizontales et de la valeur de la tangente à l'origine. Sur cette page suivante, cette fois-ci, c'est la courbe de réponse en vitesse en fonction de la résonance, mais elle est un peu moins intéressante que la précédente. On pourra remarquer tout simplement que la vitesse correspond à la tension aux bornes de la résistance pour un circuit RLC série. Dans ce premier graphique, on remarque bien que la réponse atteint un régime permanent au bout d'un certain temps t qui correspond au régime forcé. Sur ce second graphique, nous observons la réponse de l'amplitude en fonction de la pulsation réduite x. On remarque que pour un facteur de qualité plus petit que 1 sur racine carrée de 2, il n'y a pas de résonance. C'est la ligne du bas. Lorsque le facteur de qualité est égal à 1 sur racine carrée de 2, il s'agit du cas limite. Et pour terminer, lorsque le facteur de qualité est égal à 2 ou 4, sur cet exemple, soit supérieur à 1 sur racine carrée de 2, on observe bien une résonance de l'élongation pour la pulsation oméga qui vaut oméga 0, ou approximativement à oméga 0. Maintenant, on pourrait comparer par rapport à la vidéo. C'est-à-dire que lorsque la pulsation est très faible, on remarque que l'amplitude correspond à la valeur de R. Deuxième chose, lorsque la pulsation est égale à oméga 0, il y a résonance. Et lorsque oméga tend vers plus l'infini, l'amplitude tend vers 0. Sur le quatrième graphique, où la phase est représentée en fonction de la pulsation, on remarque que lorsque oméga est très faible, le déphasage est nul. Lorsque le déphasage, ou plutôt la pulsation, est égale à oméga 0, nous avons un déphasage qui s'affiche de 90. Mais sur le graphique, vous remarquez qu'il s'agit du graphique de moins phi. Donc le déphasage est de moins 90. Et pour terminer, lorsque oméga tend vers plus l'infini, nous avons un déphasage de moins 180 degrés. Il ne nous reste plus qu'à comparer avec la vidéo pour voir si nos résultats théoriques correspondent bien à l'expérience.